7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, et si nous nous étions trompés sur la tech, s'interrogeait le journaliste Robert Armstrong dans le quotidien britannique le Financial Times la semaine dernière. Elon Musk, nouveau patron de Twitter, annonçait le licenciement de 7500 salariés. Dans la foulée, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, annonçait, lui, la suppression de 11 000 postes. Bref, pourquoi ces signes de faiblesse? Est-ce la fin de l'utopie numérique? Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP. On vous doit notamment 100 idées impertinentes pour mieux manager aux éditions Harvard Business Review. Comment expliquer ces licenciements dans le secteur du numérique? C'est lié avant tout à l'inflation. C'est-à-dire que les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, ont une mission, c'est d'arrêter l'inflation. Et comment est-ce qu'on arrête l'inflation? En augmentant les taux d'intérêt. Et quand vous augmentez les taux d'intérêt, le crédit devient plus cher. Et puis aussi, pour des investisseurs, ça vaut la peine d'aller voir du côté de placements qui sont plus sûrs parce que les taux ont monté. En fait, la situation qu'on a vécue ces dernières années était un petit peu bizarre. On est allé jusqu'à des taux d'intérêt négatifs. C'est un petit peu comme pour un physicien si la pesanteur devenait inversée d'un seul coup. Et dans un monde comme ça, vous aviez des startups, vous aviez des entreprises qui se permettaient d'avoir une hyper-croissance, mais pas de résultats, pas de rentabilité. Ce qu'elles vendaient à leurs investisseurs, en fait, c'est pas des dividendes, parce qu'il n'y a pas de dividendes, vu qu'il n'y a pas de profit. Ce qu'elles vendaient, c'était une plus-value. Mais alors, vous êtes en train de me dire que finalement, ces sociétés sont dépendantes de leur cours de bourse et pas, je ne sais pas, d'un chiffre d'affaires, d'un résultat? Alors, de leur cours de bourse, même pas, parce que beaucoup ne sont pas cotés. Enfin, il faut regarder, il y a des différences. Mais, là, je parle de Meta et de bien Twitter. sûr, Meta, c'est encore autre chose. Meta, on va y venir tout à l'heure, il y a des cas particuliers. Meta et Twitter, c'est des cas un peu particuliers. Mais l'ensemble de la tech, en fait, il y a un très vilain mot qu'on appelle le blitzscaling, qui consistait à croître très très vite, en fait, et puis le profit, on verra plus tard. Le truc, c'était le plus gros possible. Et donc, ces gens-là, ils ont vendu à leurs investisseurs de l'hyper-croissance. Et le problème, c'est que vu que les banques centrales mettent un coup d'arrêt en fait à la croissance, cette hypercroissance, elle s'effondre et les investisseurs d'un seul coup, ils se mettent à demander quelque chose qu'ils n'avaient jamais demandé, de la rentabilité. Donc c'est ce qu'ils demanderaient ou c'est ce qu'ils demandent peut-être sur Meta sur Twitter, donc Facebook. Ouais. Et Twitter. Ça, c'est deux cas particuliers. Twitter, on a quand même la prise de pouvoir, la hussarde de Elon Musk, qui veut bien montrer qu'il est le chef et que c'est à lui. Il a même quand même rembauché des gens qu'il avait licenciés la veille. Enfin bon, pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi chez Twitter. On va voir un petit peu comment ça va se calmer. Meta, c'est autre chose. Meta, Mark Zuckerberg, il a vraiment très très fortement misé sur le métavers. Alors, pour des raisons diverses, notamment parce que si vous regardez par rapport aux grands concurrents qu'il a, Google, Apple, Microsoft, etc. Lui, il n'a pas de système d'exploitation. Lui, il dépend du système d'exploitation des autres. Et ça, c'est très pénible pour lui parce que si jamais les autres changent quelque chose dans son système, ça a un impact sur son propre modèle. Donc, il veut avoir son système. Le problème, c'est que pour avoir un système, il faut un support. Et donc, le métavers, ce serait un nouveau support sur lequel il pourrait avoir le même rôle que les autres. Et donc, il parie beaucoup là-dessus. Son problème, c'est que pour l'instant, le pari ne prend pas. Le problème, c'est que pour l'instant, les investisseurs n'y croient pas. Le métavers, pour l'instant, ça ne donne pas de résultats tangible, et donc tous les investissements qu'il a pu faire sur ces 2 dernières années, qui étaient quand même considérables, il est un petit peu en train de les payer sur son cours de bourse. Je crois même qu'il existe un superfell consacré au métavers. Frédéric Fréry, Twitter, est-il possible de trouver un business model qui soit suffisamment rentable pour amortir les investissements importants consentis par Elon Musk, des bannières, des abonnements? Twitter a déjà un modèle économique qui est la publicité. C'est-à-dire que quand vous utilisez Twitter, il récolte manifestement, il ne données. suffit pas, puisque il ne suffit pas parce que dans une période de récession ou de moindre croissance comme la nôtre, les entreprises sont un petit peu frileuses et elles investissent moins sur la publicité, ce qui est logique. Ce qui explique aussi une partie des problèmes de Meta d'ailleurs, qui vit aussi de la publicité. C'est-à-dire que cette rentrée d'argent, elle diminue. Maintenant, ça ne suffit pas, visiblement, parce que Twitter n'a jamais eu des résultats financiers très positifs. Donc, il essaie de trouver autre chose, Elon Musk. Lui, il pense beaucoup, effectivement, à ce qu'on appelle dans le jargon du freemium, c'est-à-dire que vous avez une version qui est gratuite, mais si vous payez en plus, vous avez des choses en plus, et donc notamment certifier le fait que vous êtes bien vous-même. Et pour ça, il faudra payer pour certifier que vous êtes bien vous-même. C'est une possibilité.
Sur le fond, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On ne sait pas combien de gens vont investir effectivement sur la certification de leur identité. Maintenant, bon, il a les poches relativement. Il va en falloir beaucoup quand même, parce que le tour de table est de 44 milliards de dollars. Je suis tout à fait d'accord. Alors bon, cela dit, il s'appuie sur la fortune qu'il a accumulée chez Tesla, qui est considérable. Maintenant, même à cause de ça, il était obligé de s'endetter, donc ça suffit quand même pas. Même pour les milliardaires, il y a des choses qui coûtent de l'argent. Je crois qu'il ne faut pas négliger aussi le côté orgueil personnel de l'individu et sa volonté également de jouer un rôle idéologique, qui ont beaucoup joué. C'est-à-dire que l'aspect économique joue, mais il ne faut jamais le dissocier de l'aspect idéologique chez quelqu'un comme ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'économie numérique traditionnelle, j'ai envie de dire, par exemple Amazon, bref, dans les sites de vente en ligne auxquels nous sommes habitués, qui ont connu une croissance très importante à la faveur du Covid, par exemple. Alors là aussi, Frédéric Fréry, c'est un peu la désillusion. C'est un petit... Disons que... faut voir quand même que pendant près de 2 ans, notre travail, nos loisirs, notre divertissement, notre consommation, ça s'est fait en ligne. Et donc tous ceux qui étaient avant tout en ligne, ils en ont fortement profité. Ça a notamment été le cas d'Amazon, qui a quand même, je crois, si je me souviens bien, pendant le 2e confinement, recruté pas loin de 400 000 personnes en 3 mois. C'est la taille de Carrefour en 3 mois, en croissance. Et donc évidemment, ils ont peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Et puis quand l'économie redevient physique, il y a une petite... correction à faire, et c'est un petit peu ce qui leur arrive. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui avait été dite par Warren Buffett, le célèbre investisseur. Il disait, c'est quand le niveau de la mer baisse qu'on voit qu'il portait un maillot. C'est-à-dire que c'est quand en fait les choses redeviennent un petit peu plus normales, quand l'euphorie s'est un petit peu calmée, qu'on voit qu'il y avait vraiment un modèle économique solide. Mais s'agit-il de la fin de l'euphorie? S'agit-il aussi d'un retour, par exemple, des consommateurs vers les magasins traditionnels parce qu'ils en ont soupé du numérique, et donc ils vont revenir à des pratiques qui seront strictement incompatibles avec l'achat sur la toile, ou en tout cas l'achat de masse sur la toile? Alors incompatible, certainement pas. Maintenant que les gens reviennent dans les magasins alors qu'ils n'y étaient pas du tout, c'est évident. Donc il y a un retour à l'équilibre, je dirais. Dans quel sens est-ce qu'il va se faire? Plus de physique, plus de virtuel, ça j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont misé uniquement sur le virtuel le payent un petit peu. Maintenant, si on veut être un petit peu optimiste, il faut quand même se souvenir que Facebook a été créé juste après l'explosion de la bulle de 2001, que Uber a été créé pendant la crise de 2008. Et donc c'est pas parce que vous avez ces remises en fait de compteurs à zéro que les startups ne sont plus possibles. Des remises à zéro, ça, effectivement, peut-être que la croissance va se poursuivre, mais la question que je me posais, Frédéric Fréry, fut un temps pas si lointain. On considérait par exemple que pour une chaîne de magasins, les magasins devenaient quasiment superflus, qu'à terme, ils allaient être fermés. Est-ce qu'on en est aujourd'hui aussi sûr ? Alors, ça dépend du type de produit. C'est-à-dire que sur le produit frais, jusqu'à présent, Internet n'a pas vraiment montré qu'il était capable de faire quelque chose, et les magasins de proximité sont largement plus intéressants. C'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, par exemple, Walmart a bien réagi, en fait, et bien survécu par rapport à Amazon, avec un truc qui disent qui est tout bête, c'est chacun de leurs magasins est en fait un entrepôt, et que si jamais Amazon voulait avoir la même densité d'entrepôts que Walmart, il serait obligé de construire autant de magasins, alors que eux, leurs magasins sont des magasins, c'est-à-dire c'est des entrepôts, mais qui rapportent de l'argent. Et donc, ça fait une grosse différence quand même. Donc, en revanche, si vous regardez des activités comme l'électronique, comme les livres, là, quand même, on peut dire que ce sera difficilement un retour en arrière. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP et on vous doit notamment son idée pertinente pour mieux manager. C'est aux éditions Harvard Business Review. Il est 7h23 sur France Culture.